Ce vendredi, c'est la 4e fois que les ministres se réunissent à l'Élysée pour le Conseil restreint de défense et de sécurité, 8 jours après l'attaque de Nice. L'enquête sur cet attentat qui a causé le décès de 84 innocents, dont 13 enfants, a permis la mise en examen depuis hier de 5 personnes, complices de Mohamed Laouaïch Boulel, auteur de l'attentat de Nice. Devant les médias ce jour, François Hollande n'est que décidé à punir les auteurs de cet acte horrible. Toute la vérité sera faite sur les circonstances et sur les causes de cette tragédie et sur les éventuels réseaux du terroriste. Toute la transparence sera également établie sur le déroulement des faits et sur la préparation du dispositif du feu d'artifice du 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui a toute ma confiance, s'y est engagé, et le rapport de l'inspection générale de la police sera publié dès la semaine prochaine. Le président français réaffirme sa confiance en son ministre de l'Intérieur qui est depuis peu accusé par la droite de ne pas avoir su éviter le drame de Nice. François Hollande s'insurge néanmoins contre tout acte de stigmatisation envers une religion sur le sol français. Les terroristes veulent que nous renoncions à la liberté et à l'état de droit. Et c'est sur ce terrain-là aussi qu'ils nous mettent à l'épreuve pour faire en sorte qu'il puisse y avoir de la discorde, de la confrontation et qu'il puisse y avoir de la stigmatisation à l'égard d'une religion, en l'occurrence l'islam, qui a sa place dans la République. En revanche, l'islamisme, le fondamentalisme est notre ennemi. Pour combattre cet ennemi, députés et sénateurs ont voté une 4e prolongation de l'état d'urgence qui s'étendra jusqu'à fin janvier 2017. Le texte facilite la fermeture des lieux de culte où sont tenus des propos incitant à la haine et à la violence ou faisant l'apologie du terrorisme. Les gardes-côtes libyens ont intercepté jeudi une embarcation transportant 137 migrants de pays africains qui tentaient de traverser la Méditerranée vers l'Europe. À l'aube ce matin, 137 migrants ont été sauvés. Parmi eux, il y a 27 femmes et 2 enfants. Le reste sont des hommes de différentes nationalités. Lors de son intervention en juin dernier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le chef de la mission d'appui de l'ONU en Libye, Martin Kobler, a déploré le nombre croissant de migrants qui périssent pendant la traversée de la Méditerranée des côtes africaines vers l'Europe. Ici, il y a plus de 130 personnes prenant des risques. On risque nos vies à cause des conditions de pauvreté. Plus de 10 000 migrants ont perdu la vie en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe depuis 2014, a déclaré à Genève un porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. L'an dernier, 3 771 migrants ont péri, auxquels s'ajoutent 2 814 décès depuis le début de 2016, a ajouté le porte-parole du HCR. Les Nations Unies ont estimé jeudi que les avancées en matière des droits de l'homme enregistrées par la République démocratique du Congo sont en danger si rien n'est fait pour apaiser la tension qui monte au fur et à mesure qu'approche la fin du mandat du président Joseph Kabila. Les avancées importantes réalisées dans le domaine de la lutte contre l'impunité des violences sexuelles reflètent des progrès plus larges réalisés en RDC depuis ma première visite en 2004 dans le cadre d'autres fonctions. Le chemin vers la paix et la démocratie a été tracé, bien qu'imparfaitement. Il y a eu des élections présidentielles, les premières dans l'histoire du pays, avec quelques progrès en termes de droits économiques et sociaux. Parmi ces avancées, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a également noté l'organisation de 2 élections présidentielles en 2006 et 2011 remportées par Joseph Kabila. Les élections présidentielles et législatives de 2006 constituent les premiers scrutins tenus au Congo depuis l'indépendance du pays en 1960, au sortir de 2 guerres ayant ravagé le pays entre 1996 et 2003.
Il semble toutefois qu'aujourd'hui, ces avancées puissent être en danger. Alors que des échéances électorales cruciales approchent, la tension monte. Je reçois des rapports faisant état d'une augmentation des violations des droits civils et politiques fondamentaux par des acteurs étatiques. Celles-ci incluent des violations de la liberté d'expression et des réunions pacifiques. Des droits pourtant ancrés dans des traités internationaux juridiquement contraignants auxquels la RDC est partie et qui sont inscrits dans la Constitution congolaise. La Constitution interdit à Joseph Kabila de se représenter, mais l'opposition l'accuse de manœuvrer pour se maintenir au pouvoir au-delà du terme de son mandat fixé au 20 décembre 2016. Cependant, un récent arrêt de la Cour constitutionnelle autorise le chef de l'État de rester en fonction jusqu'à l'élection de son successeur, alors que tout indique que la tenue d'une présidentielle cette année serait un miracle. Depuis plusieurs mois, l'ONU dénonce le rétrécissement de l'espace politique congolaise. Leborang Motsumi est séropositive. Un homme plus vieux qu'elle l'a contaminée quand elle avait 20 ans. Elle fréquentait alors des sugar daddies, ces soi-disant papagâteaux ou bienfaiteurs, des hommes qui entretiennent des jeunes femmes en échange de rapports sexuels. Ce n'était pas de l'amour ou du réconfort. Je savais que quand j'étais avec tel type, j'aurais tant d'argent et tout ce que je voulais. À ce moment-là, je voulais m'intégrer. Je voulais les mêmes baskets que ma copine. Je voulais les mêmes tresses que ma copine. Et tout ça vient de ne pas s'aimer soi-même suffisamment, de ne pas s'accepter, de ne pas savoir que vous n'êtes pas défini par vos circonstances. Les Sud-Africaines de 15 à 19 ans ont jusqu'à 8 fois plus de risques d'être séropositives que les garçons. À la conférence internationale sur le sida de Durban, des scientifiques ont montré que le sexe intergénérationnel alimente un cercle vicieux de contamination. Des hommes transmettent le virus à des femmes plus jeunes, qui le transmettent à des hommes plus tard dans leur vie, et ainsi de suite. Les sugar daddies sont donc dans la ligne de mire des autorités. Tous ces bienfaiteurs doivent arrêter. Je veux la tolérance zéro pour ces hommes qui exposent des adolescentes au VIH. Le gouvernement sud-africain a lancé une campagne de prévention pour sensibiliser les jeunes filles, mais aussi leurs parents. Beaucoup de parents sont dans le déni. Je les comprends. Tous les parents veulent croire que leur fille ne fait rien, que c'est un ange. C'est bien naturel. Les parents oublient qu'ils ont eu des relations sexuelles avant ou après le mariage, mais c'est pourtant le cas. Ce sont des êtres humains. Lebo a souffert du manque d'informations à la maison et à l'école. Quand elle a cherché des conseils pour avoir des relations protégées, elle s'est sentie humiliée par les adultes. Elle a donc continué à prendre des risques et s'est fait avorter plusieurs fois. Aujourd'hui, elle insiste sur la nécessité de parler avec les ados, au lieu de leur asséner des discours moralisateurs. Les jeunes ne veulent pas qu'on leur fasse des sermons, ils ne veulent pas se sentir jugés. Mais les infos qu'on leur donne et la façon dont on les traite influencent leur vision de la vie et de leur avenir. Si on leur dit « halte aux sugar daddies, ne les approche pas », on perd direct l'attention d'une jeune fille qu'on aurait pu vraiment aider. Aujourd'hui maman d'une petite fille, Lebo se consacre à la prévention auprès des adolescentes, en insistant sur le préservatif, quel que soit l'âge du partenaire.